on est surtout promoteur d'un immobilier, on va dire, équilibré et participatif. J'y reviendrai dessus. On a créé Kinov il y a 2 ans, donc on est un petit peu un ovni, on est une start-up de promoteurs, il y en a pas beaucoup, et c'est compliqué. Et avec une ambition assez forte, qui est de complètement faire les choses à l'envers, retourner la table, de disrupter un petit peu ce monde de la promotion, avec une mission qui est de remettre l'humain au centre. Alors, remettre l'humain au centre, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous apporterai, moi, mon modeste éclairage et ma contribution sur cette HoloCity, donc une cité, une ville dans sa globalité, où on va devoir aborder toutes les problématiques, on va le voir, très compliquées d'écologie, d'énergie et d'humain surtout. Nous, on va essayer à notre niveau de recréer du lien pour que les humains réapprennent, je dirais, à habiter ensemble, parce qu'il va vraiment falloir qu'on change les choses dans les prochaines années. Est-ce qu'il marche ? Oui, ça marche. Tout Merci fonctionne. beaucoup. En fait, moi, je veux rebondir sur une notion. L'holocité, c'est vrai que ça a une définition un peu floue aujourd'hui, des prémices de définition. Je crois qu'il faut rattacher ça à la notion de complexité. Aujourd'hui, on ne peut pas éviter de dire que la complexité s'installe dans notre quotidien. La Smart City met une intelligence artificielle au bénéfice de ceux qui vivent dans la cité, mais en reniant la complexité, en nous empêchant quelque part d'y participer et d'y impliquer nos modes de raisonnement et d'appropriation du réel. L'holocité, c'est à la différence de cela, pratiquement à l'opposé, la capacité de gérer la complexité, qui est notamment celle qui relève du fait qu'on est à la fois producteur de déchets, consommateur de nourriture et habitant dans une cité, sans compter toutes les activités de prestation ou de consommation qu'on y a installées. Et l'ensemble, tout ce cortège de comportements n'est pas géré de manière totale, de manière holistique, le mot est lâché. Au contraire, on nous débarrasse de nos déchets, on nous débarrasse de la gestion du big data, c'est-à-dire de l'ensemble des informations de localisation, de consommation. On nous amène à devenir plus consommateurs que finalement conscients de nos responsabilités. L'holocité, c'est donc une démarche différente où on dit à chacun, votre complexité s'ajoute à celle de votre voisin. Le tout étant plus grand que la somme des parties, il faut absolument que vous y investissiez votre savoir-faire, votre volonté, votre solidarité pour que la cité s'en sorte, vive et soit résiliente. Voilà l'idée, en gros. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je compléterai peut-être tout ce qui a été dit en rajoutant cette dimension vivante qui peut faire défaut dans les villes. Nous, chez Tous Jardiniers, on propose une certaine reconnexion au vivant, une certaine biodiversité qui parfois a oublié ce caractère vivant. On pourrait, je pense, décliner un certain nombre d'exemples récents d'inondations et autres qui mettent en évidence que nos villes n'ont pas toujours laissé la place qu'il fallait à ce vivant. Toujours dit-il qu'il faut quand même se loger, ça c'est le point de départ. Mais si on veut y connecter la biodiversité que vous avez évoquée, dont on a tant besoin, on a alors un avenir intéressant à reconcevoir, à retravailler pour une vue. Alors, dernière dimension que j'ajouterais peut-être en introduction, c'est le caractère social. Nos villes aujourd'hui sont plus des ajouts de personnes, de familles qui se connectent plus vraiment. Moi, j'ai constaté que plus la ville est dense et moins on se parle. Il y a vraiment qu'en province qu'on connaît ses voisins. Donc il y a peut-être là aussi beaucoup d'espoir, en tout cas beaucoup de travail pour à la fois travailler sur ce vivant et ce lien social, puisqu'après tout, on est des animaux intelligents. On n'est pas lancé sur une question, mais je vais juste rebondir sur ce que vient de dire mon voisin. Je pense qu'il y a 2 points essentiels. C'est retourner au bon sens. Enfin, je pense qu'à travers vos premiers propos, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'est un peu éloigné du bon sens
Et on a l'impression qu'il faut qu'on crée des choses nouvelles et révolutionnaires. Et moi, je vais prendre juste un exemple. Il n'est pas très loin, il est juste en face. C'est la Cité du Corbusier. Elle a 60 ans. Elle a été révolutionnaire en 60 ans parce que au sein d'un même immeuble, on prévoyait tout, y compris l'approvisionnement des habitants, y compris la gestion des déchets, y compris l'école sur le toit, la rue commerçante au 3e étage, le parc en bas. Et je me dis qu'on est toujours là à se gargariser de grands mots, l'holocité, tout ça. Mais tout ça, en fait, il faut juste réadapter tout ce bon sens et ces expériences en fonction des technologies nouvelles, parce qu'on a aussi des progrès qui ont été faits et qu'il faut arriver à exploiter. L'adapter aussi aux urgences climatiques, énergétiques, bien entendu, c'est une évidence. Mais en fait, le bon sens doit primer, c'est-à-dire que dans la construction de la ville, juste dire qu'il faut une cohérence urbanisme-transport, c'est-à-dire qu'on va densifier la ville là où on a des transports en commun. Ça aussi, c'est du bon sens. Faire en sorte, pour revenir après sur votre deuxième point, là où le lien social, évidemment, la ville désincarnée n'a aucun sens. Ce lien social, il faut le faire. Et je vois quand même que les opérateurs de la construction sont sur des nouveaux concepts, tentent des nouvelles expériences. On a de plus en plus de terrasses sur les toits qui sont destinés à recevoir tous les résidents pour faire des fêtes d'immeubles pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, je veux dire, on peut construire de la ville sans la désincarner, et donc c'est tout l'objectif. Et puis ensuite, dernier point, c'est comment on intègre les innovations et les nouvelles technologies. Alors juste sur Euromed, parce que bon, voilà, c'est un peu un sujet aussi. Euromed a le droit à l'expérimentation, c'est-à-dire que sa qualité d'opération d'intérêt national permet d'expérimenter des process qui ne sont pas normés. Et donc, au travers de concours un peu innovants qui s'appellent Med Innovant, on aide des startups à mettre en œuvre leurs process sur des opérations très concrètes et qui permettent ensuite, si elles sont concluantes, de rentrer dans une normalisation et dans une reproductibilité. Donc ça, c'est important. Et puis à Marseille, on a aussi l'énergie de la mer, et à Euroméditerranée, on a par exemple 2 boucles de thalassothermie qui viennent alimenter en chaud et en froid, enfin pas en climatisation, c'est pas de la climatisation, mais en baisse de rafraîchissement. Aujourd'hui, 250 000 mètres carrés de bâtiments. À terme, 1 million de mètres carrés. Donc voilà, essayons d'être innovants et de faire de la pédagogie aussi auprès des personnes, puisqu'il y a un coaching des résidents pour leur apprendre. Alors moi, j'aime pas trop dire leur apprendre, mais en tout cas les inciter à avoir des comportements vertueux. Et je pense que tout ça est important à mettre en place pour faire une ville qui soit surtout très agréable à vivre. Nous construisons des jardins, nous aussi, des serres géodésiques qui s'installent sur des toits terrasses dans des milieux cycloniques. Je t'arrête parce que tu as dit un mot que je ne comprends pas, moi. Des serres géo... Une géode, c'est en forme de... comme une sphère. Pourquoi ? Parce que le dérèglement climatique est dans les pays tropicaux où nous travaillons en grande partie, elle s'envolerait sur les toits terrasses si elle n'était pas susceptible de résister à des vents cycloniques. Donc, on a construit ces serres-là et on y fait des cultures sous un mode agroécologique qui ont 2,5 fois à 5 fois plus de rentabilité qu'en pleine terre. Ça permet à des familles isolées ou pas d'ailleurs de vivre, d'échanger des produits. Ça crée de la résilience individuelle et en même temps de l'échange de produits, de l'échange de semences entre les jardiniers urbains ou périurbains. C'est intéressant. Mais dans tous les cas, et je rebondis sur ce que vous disiez, Madame Karadec, à un moment, il faut investir de la technologie. Nous avons investi de la biotechnologie parce qu'on ne peut pas se contenter d'en appeler au bon sens, il faut amener des outils. Et les outils sont fondamentaux. Un outil, c'est de dire, par exemple, comment on peut, dans un quartier, installer une entité qui va récupérer tous les déchets organiques de ce quartier, tous les déchets verts qui vont venir des cultures ou pas, parce qu'on a des rebuts sur les cultures aussi, ou sur de l'assainissement, et en faire un produit qui va être réinjecté dans les espaces de culture urbains ou périurbains pour produire de la fertilité, parce qu'on a besoin de fertilité.
On a très peu d'espace, donc on a besoin d'être très fertile par mètre carré. Si on est capable d'apporter cet outil, on va au-delà de l'appel au bon sens, on va construire des initiatives qui sont bancables, qui sont profitables, qui créent de l'économie, donc de la durée, parce qu'il y a des profits. Et s'il y a des profits, il y a des emplois durables aussi. Et voilà, donc notre préoccupation a été, à un moment ou un autre, de dire, bien écoutez, ouais, c'est vraiment fantastique d'avoir des idées. La ville n'a jamais eu vraiment d'idées. La ville a évolué depuis la révolution industrielle en laissant de côté les déchets et la nourriture. Elle a éteint l'agriculture périurbaine, elle l'a éloignée de plus en plus, elle a fait naître l'agriculture industrielle, elle s'est départie de la capacité de créer des propres ressources alimentaires des habitants. Et aujourd'hui, on y retourne, mais c'est très peu, ça représente que quelques pourcents de l'alimentation urbaine. On pourrait faire beaucoup plus. On fait des façades végétales, mais elles sont rarement cultivées. Alors que si on considère le potentiel des villes en matière de surface, les surfaces verticales sont considérablement plus élevées en termes de quantité que les toits terrasses ou les petits squares ou les petits coins de jardin qu'on pourrait cultiver. C'est de l'ordre de 25 fois plus en surface. On sait qu'à Paris, il y a 80 hectares disponibles sur la ville de Paris pour faire du jardin terrasse ou du mini-square. Et il y aurait 25 fois plus en surface verticale. Mais pour ça, il faut une technologie. Alors, c'est vrai que dès lors qu'on a compris que l'espace au sol en 2 dimensions était limité, on va chercher la 3e. Donc, dès lors qu'on est sur des terrasses, sur des balcons, donc on n'a pas beaucoup de place, on part sur la 3e dimension, on fait des tours à fraisier, des tours à patates. Alors, pour monter le long des colonnades ou des immeubles, ça se fait. Hein, encore une fois, c'est de la terre qu'on entretient de manière verticale. Il va falloir quand même trouver un moyen de pouvoir les récolter. Ça, c'est peut-être pas gagné non plus. Moi, je serais assez factuel. Hein. Aujourd'hui, je crois que c'est 98% de ce que l'on consomme au niveau alimentaire en ville est importé. Donc, on peut aller chercher la 3e dimension pour cultiver le long des façades, qui en plus, je crois, a un effet extrêmement bénéfique sur la température, hein, qui aura sur nous, et sur nous dans le sud. Et sur l'entomofaune, et sur la flore aussi. Hein, je veux dire. On va accueillir des insectes et des oiseaux et des rongeurs, donc c'est pas rien. En termes d'apport de biodiversité, la façade, c'est fantastique. Ouais. Pour autant, je pense que la vision elle doit être un peu plus large. C'est-à-dire que si on va commencer chacun à cultiver son mur, comme les abeilles, hein, il y a un certain nombre de grandes villes dans le monde qui ont arrêté de donner des permis à ces ruches. Parce que finalement, elles sont en concurrence les unes vis-à-vis des autres, tellement tout le monde en a installé. Il n'y a plus assez de ressources. Donc, pourquoi pas aller expérimenter et ajouter quelques innovations. Au contraire, moi, j'ai passé 25 ans dedans, donc ça me plaît toujours. Par contre, il y a une vue globale qu'il va falloir un petit peu administrer. Et sur ces grands échanges, je crois que les 40 plus grandes aires urbaines en France ont 2% d'autonomie alimentaire. Donc, tout s'est bâti sur les énergies fossiles. Le pétrole coûtant pas cher, on a repoussé toujours plus loin finalement les lieux de production. On dépend de ces énormes camions qui nous ramènent donc toutes ces productions. Si on veut commencer à recultiver localement, on va avoir besoin d'aide. Donc là, je me retourne vers l'aide. Mais tout à fait. En fait, je pense qu'on a eu des vagues successives de philosophie de création de la ville. La période de tout voiture avec les autoroutes qui arrivaient jusque sur le Vieux-Port. Ensuite, c'était il faut construire la ville sur la ville, donc il faut densifier. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, qui réintègre la nature en ville. Mais ça a été des grandes vagues de pensée dans lesquelles toutes les villes se sont engouffrées parce que c'était un peu des directives nationales. Et aujourd'hui, je vois quand même que le document d'urbanisme qui a été fait, c'est quand même 3 ans de procédure. Donc en fait, on gère du temps long par rapport à des crises qui sont un peu urgentes, mais on ne peut pas faire autrement. Mais réintègre toute cette idée, toute cette philosophie d'avoir de la nature en ville, c'est-à-dire qu'on exige des pourcentages de pleine terre par opération beaucoup plus importantes. On renonce à certaines urbanisations qui étaient prévues dans des actes qui étaient réfléchis il y a 20 ans, et je pense notamment à Sainte-Marthe, où la moitié de la constructibilité a été
été balayé au profit d'installations d'agriculteurs, puisque c'est la métropole qui a fait la sélection d'agriculteurs. On signe une convention, enfin on renouvelle une convention avec la SAFER justement pour l'agriculture périurbaine. Et je crois que cette dynamique-là, elle est enclenchée. Il faut juste arriver à trouver le bon équilibre entre le besoin de loger, évidemment, les gens, le besoin de nature et de qualité de vie, d'espace public, et se pose la question de la hauteur, parce que je pense que c'est le premier sujet. Personne ne veut accepter la hauteur pour que les pieds d'immeubles soient libérés. Et donc là aussi, il faut faire beaucoup de pédagogie. Mais en tout cas, Marseille n'est pas une ville dense, il n'y a qu'à voir. Hein. C'est pas une ville dense, c'est pas une métropole dense. Et donc, pour pouvoir... Et c'est une métropole... Enfin, c'est une ville verte, il n'y a qu'à la survoler. On voit bien que c'est une ville verte. Donc, renforcer ce côté vert, ne serait-ce que pour le facteur bioclimatique, hein, puisque ça fait baisser les degrés, c'est important. La déperméabilisation des sols. On est rentré dans cette dynamique-là, et je pense que toutes les villes sont rentrées dans cette dynamique-là. Et à Marseille, on a une ville populaire, donc il faut trouver aussi des solutions qui soient peu coûteuses, parce que quand on est habitant, on a après des charges. Et justement, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit vraiment innovant sur des sujets qui, à terme, ont un coût financier pour l'usager assez faible. Comment on peut faire de l'énergie à bas prix en termes de production et puis à bas prix en termes de circuit. Parce que du déchet, c'est local. Évidemment, on ne va pas venir faire les poubelles. On va pas faire venir les poubelles de Lille pour les transformer ici. On en a largement assez. Ça, je vous le garantis. Donc, est-ce qu'un de vous quatre peut réagir là-dessus ? Oui. T'es bien placé. Hein. Heureusement. Ce serait dommage. C'est bien ce que j'attendais. Pas le faire. Hein. Merci pour la perche. Tiens, tout le monde l'a vu d'ailleurs. Hein. Bon. La logique de traitement des déchets en milieu urbain est une logique qui a été, comment dirais-je, un petit peu bafouée par des pratiques de transport. C'est-à-dire qu'on va collecter le déchet, c'est le point important, pour l'emmener quelque part où il va être traité. Aujourd'hui, si on veut s'interroger sur la possibilité d'être innovant, d'être à coût réel intéressant dans une logique d'économie circulaire, il faut penser le déchet en deux parties. Le déchet organique et le déchet qui n'est pas organique. Ce qu'on appelle le déchet propre et sec d'un côté, puisqu'il n'est pas souillé par des déchets de cuisine, de table ou autre, et le déchet de cuisine et de table qui, lui, a une capacité fantastique. C'est qu'on ne peut pas le garder plus d'un jour ou deux à la maison parce qu'il est putrescible, mais il est producteur d'énergie et de biofertilisants. Donc c'est avec cette matière première finalement qu'on peut réellement innover de manière durable en ville, comme ailleurs, mais surtout en ville, en ayant une séparation simple à la source en deux poubelles. Une fois que cette logique est adoptée, on se retrouve avec un approvisionnement quotidien important, puisque ça représente la moitié du poids de nos poubelles, hein, à peu près. En France, on produit à peu près 1 kg par habitant et par an. Par jour, pardon. Ça veut dire que chaque jour, si on enlève les déchets verts, n'importe quel urbain produit 380 grammes de déchets organiques. Et avec ça, on est capable de produire de l'énergie. Grâce à une biotechnologie qui est assez robuste, mais qui est restée très, très peu développée, que nous, on a développé de manière un peu plus approfondie, qui est la méthanisation. La méthanisation en petites unités et avec un concept multiphase, thermophile, est beaucoup plus efficace et permet de détruire la matière organique en produisant du biogaz qui va être épuré ensuite pour donner du biométhane, c'est-à-dire un gaz naturel, biologique, sans effet de serre, et de l'eau. Et des biofertilisants dans des quantités tout à fait intéressantes parce que on peut coupler la méthanisation qui est productrice de digestat, donc d'un polluant, avec du compostage qui, lui, va traiter tous les déchets verts structurants. Ils sont riches en cellulose, avec des carbones polymérisés qui sont absolument impossibles à traiter par méthanisation. Une fois que ce cycle est intégré dans une petite station qui a une très faible prise au sol, on se retrouve dans un quartier avec un outil qui est un outil de production d'énergie renouvelable, du gaz naturel biologique,
et des biofertilisants qui vont pouvoir alimenter l'agriculture urbaine ou périurbaine. Il est beaucoup plus sensé de transporter un biofertilisant que du déchet. Ça, il n'y a pas de problème. La valeur ajoutée d'un biofertilisant, elle est énorme. On est sur des produits à valeur ajoutée, alors que le déchet est un produit à coût ajouté. Le transporter rajoute du coût en plus. Voilà, la logique, elle est là. Donc, quelque part, importer de la technologie innovante en utilisant le déchet dans sa fraction organique comme approvisionnement, c'est la règle, si je puis dire, de ce développement qui commence à rentrer dans le cité par une grande porte, je dirais, qui est celle de la complicité, de la solidarité citoyenne. Parce qu'on ne peut pas ne pas avoir de tri à la source. Donc il y a forcément une responsabilisation. On ne peut pas ne pas avoir des écoulements locaux de l'énergie. Donc là aussi, il y a un acte de consommation responsable, puisqu'on va consommer de l'énergie qu'on a produite avec nos déchets, avec notre cycle de vie. Et puis si on va beaucoup plus loin, on va produire aussi une partie de nos aliments. Ne restons pas à 2%. Peut-être qu'on peut espérer 10-15% dans les années qui viennent. Ce serait assez intelligent quand même. Voilà. On n'a pas de méthode magique, mais tu vois, on s'est organisé en entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on est, il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas un chef, on est en organisation horizontale et on a fait le pari de la confiance. En fait, ça repose sur la confiance. Chacun est autonome, on donne beaucoup de liberté. Et du coup, il y a beaucoup de responsabilités aussi. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le bazar, hein, parce que souvent, quand on dit on est en entreprise libérée, les gens se disent c'est cool, on fait ce qu'on veut. Pas complètement non plus, c'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter, il y a une charte que d'ailleurs les salariés signent, tout le monde signe pour adhérer à ça. Mais effectivement, dans l'absolu, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux poser 365 jours de congé, tu peux. Mais en vrai, tu ne vas pas le faire. Parce qu'il y a cette bonne conscience, le fait de se dire on me donne beaucoup de possibilités, donc j'ai aussi des devoirs. On essaye de fonctionner comme ça, et c'est vrai que cette confiance, on l'a beaucoup, c'est quelque chose qui est difficile à accorder. Alors on y arrive dans des petites structures. À grande échelle, c'est encore plus compliqué à faire, et je te rejoins sur le pourquoi. Pourquoi je fais ça ? L'acte de tri, c'est avant tout un acte de conviction. Et toute la difficulté, c'est de faire basculer ces indécis qui se disent pourquoi pas, sans forcément voir le pourquoi. Pourquoi je vais réduire aujourd'hui ma consommation de viande ? Pourquoi ? Je ne vois pas les effets directs. C'est impossible, personne ne va le voir. À mon échelle à moi, je ne le verrai pas. Peut-être mes enfants le verront. Mais je vais réduire ma consommation de viande parce que j'ai compris enfin les enjeux. J'ai été long à la détente, hein, mais j'ai compris. Donc, éducation, sensibilisation, confiance. Pardon. Ouais, je reviendrai d'ailleurs à un propos qui m'a fait résonner au tout début, c'est l'histoire du sens, le bon sens que vous évoquiez. Nous, dans nos jardins, par exemple, il ne s'agit pas juste de louer un espace pour jardiner. Toute la pédagogie qu'on dispense met en relief finalement et donne du sens. Donc on va parler des graines, hein. Au départ, pas hybrides, pas F1, mais des graines paysannes. On va montrer qu'il y a des saisons. Non, on n'aura pas de la tomate en plein hiver. Il faut arrêter avec ça, et à nos amis restaurateurs, même si les clients le demandent, il faut arrêter de mettre cette tomate provençale toute l'année dans l'assiette. On va redonner des idées quant aux associations, et donc on va introduire cette idée de biodiversité. On va expliquer pourquoi le compost, et donc on va revenir sur une économie circulaire. On va dire ramenez vos déchets au jardin, mettez-les directement sous votre paille. On organise des moments de rencontre, d'échange, de partage chaque mois. On a accueilli une naturopathe, on a fait une séance de sophrologie, de la méditation. On redonne du sens aussi, tant au niveau émotionnel que psychologique, pour que tout le monde retrouve du sens à son action.